Bonjour à tous et à toutes. C'est c'est une grande joie pour moi de faire ce petit entretien entre nous en ce dimanche, en ce jeudi autrement sur notre paroisse. Une question pratique, hein. Comme j'ai écrit ce petit livre, il y en a 5 exemplaires si vous voulez en prendre un. C'est avec plaisir. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de l'écologie, si ça vous va. Euh, Au début, je voudrais juste mentionner quelques aspects de l'écologie, puisque c'est un thème très vaste, très immense. Puisque quand on parle de l'écologie, il y a derrière, il y a l'économie, il y a la politique, il y a les droits, il y a la religion avec leurs différentes conceptions du monde, avec leur morale, il y a l'éthique, et surtout il y a les sciences, les différentes sciences naturelles, humaines. Donc c'est, c'est un arène très large, très imprécis d'ailleurs. Et donc quand on parle de l'écologie, c'est extrêmement immense et complexe qu'on peut glisser facilement dans un unilatéralisme où on va exclure les autres domaines et on va se focaliser sur notre perspective. Et c'est pas ça l'écologie. Le pape parle bien de l'écologie intégrale, c'est-à-dire une écologie qui intègre toutes les facettes de la vie et de la réalité. Donc après, il y a aussi l'intégralité de ce qui est humain. Donc il faut faire attention quand on parle de l'écologie puisque c'est un terrain glissant et tellement immense qu'on peut vite euh, glisser vers une sorte d'hérésie écologiste. Donc, deuxième point, c'est que il faut toujours, quand on parle d'écologie, il faut dépasser son petit terrain. Aujourd'hui, on parle du local, du produit des terroirs et tout, au nom de l'écologie, mais d'un autre côté, il faut oublier aussi que c'est l'écologie qui brise toutes les frontières. Maintenant, si tu plantes un arbre ici, ça va faire du bien à la planète tout entière. Et nos petits gestes quotidiens, ça va impacter la planète tout entière. Donc, ce qui est complexe, c'est que nos gestes quotidiens, ça joue et ça a une conséquence sur la totalité, la globalité de la planète. Et je pense que c'est déjà aussi la dimension intégrale de l'écologie. Et on ne peut pas simplement penser à nous aujourd'hui. Quand on parle de l'écologie, c'est que voilà, nous sentons un peu les changements climatiques et tout ça, mais surtout on pense aussi à nos enfants, on parle maintenant, l'expression clé, c'est les générations futures. On pense surtout à ce qui vont nous suivre. Qu'est-ce que nous allons transmettre à nos enfants, à nos arrière, arrière, arrière petits-enfants? Quelle planète nous allons leur léguer, leur laisser. Donc voilà, toutes ces questions juste pour nous dire que ça dépasse notre petit environnement local, actuel, et ça va au-delà de notre... Donc il faut faire attention et qu'il ne faut pas exclure aucune perspective, que ce soit scientifique, théologique, philosophique. Voilà, tout ça entre en jeu quand on parle de l'écologie. Donc j'aimerais aujourd'hui nous parler de la voir le monde autrement pour une conversion écologique. En fait, quand on parle d'écologie, il y a deux choses. La première chose, c'est que il y a d'abord notre vision du monde, notre manière de voir le monde, notre façon de... C'est un peu une sorte de cosmologie, hein.
une sorte d'idée, de théorie sur ce que c'est le monde, sur ce que c'est la nature. Et dans un deuxième temps, il y a aussi notre façon de vivre, nos comportements. Donc il y a un peu la cosmologie, il y a après l'éthique, c'est-à-dire qu'est-ce que nous allons faire concrètement. Donc il y a ces deux côtés, et ces deux côtés sont interdépendants. Puisqu'en général, c'est notre pensée qui détermine nos actions. C'est notre vision du monde qui détermine nos comportements et nos gestes. Et ça rentre dans l'écologie. Quand on parle de l'écologie, il ne faut pas simplement dire, voilà, le régime végétarien, on va construire des voitures électriques, je sais pas, on va faire le compost. C'est pas que ça. Il y a aussi une manière de voir le monde. Et c'est ce que nous allons, je pense, faire aujourd'hui, c'est d'essayer de voir un peu comment nous devons, au moins, comment nous pouvons regarder le monde d'une manière écologique et chrétienne. Quelle vision du monde nous devons avoir en tant que chrétiens, puisque notre conception du monde, on en a beaucoup, hein, on en a beaucoup, et dans un premier temps, je pense que c'est notre la première partie, c'est, ça j'ai mis 5, mais j'ai 4 finalement, j'ai enlevé, et j'ai oublié de changer les 5 visions du monde, mais finalement j'ai écarté 4. Donc dans un premier temps, on va voir quelles sont les différentes idées que nous avons peut-être dans nos civilisations, dans nos cultures. Et ces idées marquent quand même notre manière de voir le monde. C'est vrai qu'on pense individuellement, mais on pense aussi collectivement. On pense dans une culture, on réfléchit dans une civilisation. Et là, notre idée sur le monde, c'est vraiment le fruit de notre héritage culturel. Donc, ces 4 étapes, on va voir, surtout en France, en Europe, on a beaucoup hérité de ces visions du monde. Donc, premièrement, j'ai mis les Grecs. Comment les Grecs, on va revenir un peu dans l'histoire de la pensée. Hein. On va un peu faire un peu de philo. Hein. Je vais essayer d'être simple, mais pour que vous puissiez comprendre comment nos anciens, comment nos cultures, comment nos héritages pensent ce qui c'est le monde. Donc, nous avons beaucoup hérité de la philosophie grecque, quand même, de la pensée grecque. Et voilà. On va pas remonter à l'infini, mais juste nous le savons, vers le 6e siècle que la philosophie grecque est vraiment née, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est là la période où on peut dire une sorte de renaissance, si vous voyez. C'est là aussi en Orient, il y a un certain Siddhartha qui est devenu Bouddha, c'est vers ce siècle-là. 6e siècle, c'est le siècle où la naissance de la philosophie grecque, il y avait les Socrates, les présocratiques, vous connaissez un peu quand on a fait la philosophie en terminale. Et même au niveau religieux, hein, il y a aussi, vous connaissez le livre d'Esdras avec Néhémie, comment dire ça, la reconnaissance de la liberté religieuse avec le roi perse qui a vaincu les Babyloniens et qui ont permis à tout le monde de pratiquer librement la religion. C'est dans le livre d'Esdras, hein. C'est vers ce siècle-là. Et c'est historiquement vérifié, l'édit des Cyrus, c'est la première reconnaissance de la liberté religieuse. Pour vous dire que ce 6e siècle, c'est vraiment 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est le siècle de renaissance sur tous les plans. Que ce soit politique, religieux, philosophique, il y a Bouddha, il y a tous ces événements qui font que c'est vraiment une période de renaissance, si on peut appeler ça renaissance, 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est bien. Donc à cette époque-là, il y avait les philosophes présocratiques. Il y en a plein hein, avant Socrate. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est comment ils ont conçu le monde, comment la pensée grecque conçoit le monde. À l'époque, on pensait à un monde d'une nature extrêmement gigantesque. On pense à un monde qui nous dépasse largement. Donc l'homme, devant ce monde-là, cette nature-là, on se sentait trop petit. L'homme n'était qu'un petit point devant l'immensité de l'univers, du monde à cette époque. Donc du coup, on ne peut pas vraiment... vous allez voir hein, dans l'autre étape, quand on va arriver chez les modernes, il y a le renversement de perspective. C'est l'homme qui est devenu tellement grand que la nature est
la nature va rester petite, va devenir petite. Mais maintenant, pour les anciens, on a une idée d'un monde qui nous dépasse largement et qu'on ne sait pas trop grand faire, on ne sait pas expliquer, ben, on ne pouvait rien faire devant cette gigantesque puissance. On pensait que c'est même surnaturel, alors que ce sont des phénomènes naturels. Tout ce qui se passe dans la vie, ben, les catastrophes, la nature en général, ben, les gens ne pouvaient pas les expliquer. Donc, du coup, on a souvent recours à des pratiques un peu plus ou moins obscures pour expliquer ou pour se libérer un peu des phénomènes naturels. On se sentait impuissant devant la grandeur nature, devant le monde. C'est une conception et ça reste plus ou moins inconsciemment dans notre tête. Ça reste un peu ancré quand même. On se sent trop petit devant l'immensité de la nature et voilà. Et ben, même chrétien, on a hérité hein, dans la conception chrétienne, on a hérité beaucoup de cette philosophie grecque. Ben, que des œuvres sont, Seigneur, très belles, très grandes. On a toujours cette idée de la grandeur nature et nous, le petit humain, qui ne fait que respecter et même on a même un peu peur de cette grande puissance qui est fascinante quand même. Hein. Donc c'est ancien, mais ça reste toujours dans notre inconscient. Et ce qui est intéressant quand même dans la culture grecque, c'est qu'avec avec Platon, je pense, et Aristote, deux philosophes très, très fondateurs hein, de la philosophie, il y a une petite comment dire ça, une petite inversion, un petit tournant. À partir des deux philosophes, Platon et Aristote, ils ont dit, bah, non, on peut comprendre le monde. Il y a une réalité spirituelle qui est la vraie réalité. Et il y a une réalité matérielle qui est plus ou moins illusoire. Avec Platon, on le connaît. Hein. Donc il y a cette division. Donc plus c'est spirituel, plus c'est réel. Plus on descend vers le matériel, plus c'est illusoire. Et ça a commencé quand même la dépréciation, si je peux le dire, ou la dévalorisation du monde. On pensait que voilà, tout ce qui est matériel, c'est moins bon, ça va pourrir, c'est un peu la corruptibilité de la matière. C'est à partir de Platon. Hein. Du coup, on comprenait la nature comme quelque chose de... C'est pas faux, hein. C'est pas faux, mais ça a induit à une autre conception qui fait que quand on descend vers le matériel, on est moins réel. Quand on s'envole dans le spirituel, ça a plus de valeur et c'est plus vrai. Ça, c'est avec Platon. Saint Augustin, il est marqué par cette idée. Saint Augustin, vous voyez les deux cités, les cités terrestres, la cité céleste. Voilà. Donc, notre mentalité actuelle, on est tous marqués. Hein. Le corps, la séparation entre le corps, la matière et l'esprit. Donc, on a une conception du monde qui est dualiste. Quoi. Dualiste, il y a le matériel qui est moins bon et le spirituel qui est très bon. Donc, même dans la structure de la société grecque, donc il y a les philosophes, c'est-à-dire ceux qui vont penser le spirit. Il y a les religieux aussi à côté, les sages qui au-dessus de la société. Après, il y a les politiciens qui entre le spirituel et le matériel, les soldats qui vont protéger il y a les soldats qui vont protéger la politique. Et après, il y a les artisans et les agriculteurs, c'est-à-dire ceux qui sont en contact avec la matière, qui sont en bas de l'échelle de la structure sociale. Vous voyez, plus on descend vers le matériel, plus on a moins de valeur. C'était un peu la structure de la société grecque pour nous dire qu'ils ont une conception du monde qui dévalorise un peu la matière, c'est-à-dire la matière n'a pas de valeur. Quoi. Et c'est déjà une origine, c'est déjà un fondement je pense, de la crise écologique. On a une histoire d'idées comme ça qui fait que on a moins valorisé notre monde, on a moins valorisé le monde matériel qui est quand même le problème écologique, c'est un problème du monde matériel. Bien sûr, il y a une culture, une dimension spirituelle, mais du moins, la crise écologique, c'est d'abord c'est la destruction de notre monde matériel, de notre condition de vie matérielle
et terrestre. Donc voilà. Après, on va passer chez les Romains. Qu'est-ce qu'ils pensent, les Romains? Les Romains, ils ont pensé à un monde terrestre qui est un peu l'image du monde céleste. C'est la suite, hein, c'est la suite du monde grec. Donc, Rome, la puissance, la puissance romaine, hein, vous connaissez un peu l'histoire, la puissance romaine a essayé d'imprimer leurs idées sur le monde terrestre. Donc, les réalités célestes doivent être imprimées sur... Donc, il y avait les points cardinaux, ben, tout doit être... Si vous avez un peu d'idées sur ce qu'est le monde romain, il faut aller à Rome. Il faut aller à Rome. À Rome, tout est carré, tout est géométrique, tout est bien fait, puisque c'est l'image de la réalité céleste. Et cette réalité céleste, il faut l'imprimer sur notre terre. Et c'est pour ça que je pense, les Romains, ils ont eu cette idée de faire régner l'ordre sur le monde entier. Et ça finit par la domination romaine. Hein. Ils ont dominé le monde entier. Pas seulement, peut-être, bien sûr, il y a les exploitations économiques, financières, mais surtout dans cette idée d'imprimer, c'est dans leur culture, d'imprimer l'ordre dans le monde entier. Bien sûr, il y avait le totalitarisme, mais c'est dans cette idée d'imprimer de l'ordre dans le monde. Ben, tout est géométrique. Hein. Je pense un peu à notre manière de célébrer notre liturgie quand même, c'est aussi ça. Hein. C'est en lien avec... on anticipe de vivre sur Terre les réalités célestes, et c'est ça la liturgie. Donc on essaie de vivre dès maintenant. La gloire et la solennité céleste, on les vit maintenant. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention pendant la liturgie, puisque c'est un moment de solennité. On ne peut pas faire et les gestes, et les paroles, la manière de s'habiller, puisque voilà, c'est une impression de la réalité céleste déjà sur Terre. Et on l'a hérité de la pensée romaine, hein, de la pensée romaine, vraiment, puisque voilà, c'est dans cette forme solennelle, régularité, géométricité. Tout ça, si vous voyez les architectures romaines, c'est dans tout ça, c'est la pérennité, l'éternité. On a jusqu'à maintenant, des traces des routes de chemins romains qui sont pérennes. Là. 2000 ans, ils ont encore leur route. Ça veut dire que les Romains, ils ont essayé vraiment d'imprimer sur le monde la réalité céleste. Et c'est pas mal du tout, mais c'est devenu une domination et une sorte de totalitarisme. Et l'histoire chrétienne, hein, on est tous marqués par la culture romaine. Hein. Notre vie ecclésiale, l'histoire de l'Église est tellement marquée par l'histoire et la domination romaine. Nous connaissons tous l'histoire de notre Église, et voilà, les 3-4 premiers siècles de notre Église, c'est que la pensée romaine. Donc voilà, on est marqué jusqu'à maintenant. On avance un peu. Donc maintenant, on arrive chez les modernes. Quand je dis moderne, il y a à partir peut-être du 6e siècle, du 16e siècle. Voilà, 16e siècle avec, vous connaissez Descartes, vous connaissez très bien les grandes inventions, la découverte de l'Amérique du Sud. Voilà, c'est tous ces événements-là qui, dans notre Église, il y a les séparations, hein, les réformes au 16e siècle et tout. Mais pour nous dire qu'on s'ouvre à un monde qu'on peut dominer. Les hommes ont commencé à connaître le monde et que voilà, on a une idée d'un monde qu'on maîtrise maintenant. C'est plus comme chez les Grecs où c'est tellement puissant qu'on n'a aucune prise. Mais maintenant, on commence à maîtriser le monde. On commence à le connaître déjà. On commence à s'en disposer. Donc maintenant, l'homme peut disposer du monde. Donc c'est un monde maintenant à ma disposition. Et c'est ça vraiment, c'est ça l'origine de la crise écologique. Donc pensez à un monde qui est à ma disposition. Et Descartes, vous connaissez peut-être la citation, la fameuse citation de Descartes, maître et possesseur, l'homme est maître et possesseur de la
nature. C'est la fameuse citation cartésienne qui est l'homme est maître et possesseur de la nature. Donc, on pense maintenant à un monde, à une nature que l'homme peut posséder à son compte. Donc, on peut vraiment disposer du monde, bien sûr, avec la technique, la science, et voilà, l'homme est en surplomb du monde. Il n'est plus dans le monde, mais il est face au monde, et il va faire face au monde. Et voilà, puisque c'est le monde qui est à moi, on va accaparer le monde vraiment. Et je ne veux pas entrer dans les trucs, colonisation, les conquêtes et tout, mais voilà, c'est un monde qui m'appartient, que je vais accaparer. Et c'est là le début d'un désastre écologique. Mais sur le plan scientifique et technique, on va essayer maintenant de connaître tous les détails, tous les secrets des phénomènes naturels, et que maintenant, je vais l'accaparer. Et je vais faire tout ce que je veux sur ce monde, sur cette matière. Et c'est là la technique. Bien sûr, je ne dis pas que c'est bon ou c'est pas bon, hein, mais j'évoque juste les conceptions qui font que nous pensons à un monde qui nous appartient. Donc l'homme est devenu tellement grand devant le monde. Il devient une grande puissance maintenant, surtout avec la puissance technologique. Hein. On maîtrise le monde maintenant. On maîtrise le monde et surtout avec la démographie assez galopante aussi, l'ensemble des humains devient une grande puissance devant le monde. On est devenu tellement puissant que le monde est petit maintenant. Le monde est petit. À l'époque du 17e, 16e, 17e siècle, on était 550 millions. Vous imaginez l'exponentialité de la démographie. On était à 16e, 17e siècle, on est à 550 millions. Au 19e siècle, on était 1 milliard. Donc, fois 2. Début 20e siècle, avant la Première Guerre, on était 2 milliards. Après la Deuxième Guerre, 1950-60, on était à 3 milliards. 15 ans après, 1975, on était à 4 milliards. 75, hein, imaginez, 75, presque 50 ans avant nous, 4 milliards. En 85, on était 5 milliards. 2015, on était 7 milliards, un peu plus. Maintenant, 2022 à 2025, on sera 8 milliards. Même déjà, je pense déjà 8 milliards. Donc, de 1975, 4 milliards à 2025, 8 milliards, on est doublé sur la Terre en 50 ans. En 50 ans. Donc voilà, on est devenu, je ne veux pas entrer qui sont les pays les plus croissants démographiquement et les moins croissants, mais dans l'ensemble des humains sur la planète, on est doublé en 50 ans. Et voilà, quand il y a plus de bouches à nourrir, on exploite plus, quoi, on détruit plus. Donc c'est un phénomène, il faut pas rêver. Donc voilà, on est dans une conception du monde, dans une conception de monde qui est disponible à notre volonté. C'est un monde qui est à la disposition de l'homme, ou du moins qui sera complètement à la disposition de l'homme grâce à sa technique et à la science. Donc, il suffit d'avoir un peu d'argent pour avoir le monde. Tu prends l'avion, tu peux aller en Polynésie. Hein. Tu es à Paris, tu as de l'argent, tu peux aller à la plage tout de suite. Hein. Tu cliques. Et maintenant, tous les riches, tous les milliardaires du monde sont astronautes. Ils volent dans l'espace, c'est-à-dire ils maîtrisent, ils ont le cosmos, ils ont l'univers sous leurs mains puisqu'ils ont de l'argent. C'est-à-dire, maintenant, on peut tout faire. On a un monde à notre disposition carrément. Tout le monde est astronaute. Dès qu'il y a un petit milliardaire, il est cosmonaute, je ne sais plus, spationaute, je ne sais pas où on l'appelle, pour nous dire que voilà, avec l'argent, on a un monde à notre disponibilité. Donc, on s'approprie. C'est vraiment le début de la crise, quoi. C'est vraiment le début de la crise. Et on va passer à la suite je pense, qui est pire. Hein, j'ai déjà un peu anticipé la maîtrise et l'appropriation du monde, mais avec les capitalistes.
Et c'est vraiment le vrai danger, le sommet de la crise écologique, c'est le système capitaliste où on a un monde de flux. Il y avait un philosophe présocratique, Héraclite, qui dit tout passe, tout coule. Mais maintenant, c'est vraiment tout passe, tout coule, actuellement. Eh ben, on a un monde qui passe. Rien n'est permanent. La vie est comme la vie liquide. Hein. Le philosophe allemand, il est allemand ou anglais, je ne sais pas, anglais plutôt. La vie liquide, c'est que tout passe. On entre dans un monde de fluidité, de mouvement, de consommation, de vitesse, d'accélération. L'essentiel est le flux. L'information qui... Comme ça, l'essentiel, c'est que ça, c'est fluide, c'est fluide. Le fake news, mais on est insatiable. On veut que ça passe, et que tout nous manque après avoir tout acquis, quoi. C'est ça. Après avoir tout acquis, tout nous manque. On a un désir illimité d'avoir. On exploite tout pour assouvir. Donc voilà. La promesse capitaliste de satisfaction semble tellement grande que l'homme reste toujours insatisfait. J'aime bien cette phrase. La promesse capitaliste de satisfaction semble tellement grande que l'homme reste toujours insatisfait. Donc la société de consommation parvient à rendre permanente cette non-satisfaction. Donc on est dans une économie où tout est obsolète vite, tout est périmé vite. On retire un bien parce qu'il est vite usé. Voilà, c'est la brièveté de la durée de vie des choses est programmée d'avance. Donc, on programme pour que tout le monde consomme plus, pour que ça passe vite. L'ordinateur, lundi, j'ai acheté un nouveau téléphone, puisque après 2 ans, 3 ans, j'ai pas détruit, hein, mais c'est que ça ne marche plus. Simplement comme ça. Après 3 ans, tout est programmé pour être périmé à un certain moment. L'ordinateur, hein, nous connaissons tous les techniques, voilà, tout est programmé pour être périmé après un certain temps. Donc on t'oblige de consommer. Et rien ne dure, rien n'est sûr. On expérimente tout, on essaie tout. Voilà, prêt à jeter. Et c'est du gaspillage pur. Hein. Le capitalisme avec la science et tout, c'est le gaspillage. Donc tout s'achète, tout se vend. L'argent, capitalisme, il y a le mot capital quand même, hein, c'est l'argent. Donc l'argent devient valeur absolue. Le monde de flux, que tout passe, que tout consomme, tout se consomme. Donc derrière tout ça, il y a un peu le mépris de ce qui demeure, de ce qui reste. Alors que l'écologie, le premier principe écologique, c'est la pérennité. Tout ce qui est pérenne pour la conservation. Le premier mot-clé de l'écologie, c'est la conservation, la pérennité. Alors qu'avec l'économie capitaliste, on va tout faire pour qu'il y ait un mouvement, pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait un remplacement. Donc, on essaie de tout faire avec les moyens de communication, les publicités, l'Internet. Il y a tout un cadre pour que tout soit vite, tout change vite. Et voilà, on est dans... Vous, les plus âgés, je pense que vous avez encore la culture de la réparation, de l'entretien, mais maintenant, rien ne se répare. On jette tout après l'usage. Moi, je suis d'origine malgache, donc je connais un peu ce que c'est la réparation et l'entretien. Ils sont très doués, les malgaches, pour réparer les choses et pour bricoler un peu pour qu'on n'achète pas du neuf. Mais voilà, maintenant, on n'a plus cette culture-là. On jette, on change. Tout n'est pas seulement remplaçable. En fait, tout doit être remplacé. Pas seulement être remplacé, mais le plus rapidement possible. Donc on vit maintenant dans une culture du jetable, dans une culture du consommable, et voilà, il n'y a plus d'entretien possible, il n'y a plus de réparation possible. Voilà, on essaye intentionnellement, de la part des capitalistes, nous sommes plus ou moins tous capitalistes, mais il y a
on essaie de réduire la durée et la qualité des produits pour que les consommateurs détruisent et les remplacent, bien sûr. Voilà, on est dans un monde de flux, tout passe, tout coule. Il n'y a rien d'étonnant si on est dans le problème écologique. Il n'y a rien d'étonnant si on est dans la crise écologique, puisque voilà, on est dans une économie des flux, de la croissance, voilà, je crois, hein, et du progrès. Et ça veut dire on va déstabiliser tout ce qui est installé et ça va mettre en crise tous les ordres établis. Et quand on parle de l'écologie, on va entrer dans un deuxième temps, quelle doit être notre manière de voir le monde. Et le monde, c'est quand même c'est l'ordre établi. Le monde, c'est une harmonie. On va voir après ce qui devrait être notre vision du monde. Mais là, tout ça, ces 4 points-là, c'est pour nous dire que voilà, on est dans... Nous avons tout ça dans notre tête. Hein. Il ne faut pas penser que voilà, c'est pour les Américains. C'est pas... Non, tous ces 4 points-là, que ce soit grec, romain, moderne, on a un peu derrière notre inconscient tout ça. Et en tout cas, on y vit. Nous vivons dans ces cultures-là, dans ces idées-là. Donc, quelque part dans notre inconscient, on vit avec ces idées-là. Voilà. Donc, on va passer dans le deuxième point. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que nous devons avoir comme regard sur notre monde. Voilà, il y a ces 4 points avant par lesquels nous avons vu pas les fausses, mais les cultures qui nous ont influencés. Maintenant, on va voir quel devrait être, nous chrétiens, actuellement, quel devrait être notre regard sur le monde. Donc j'ai mis un premier petit point, un monde harmonieux et animé. Voilà. Dans cette idée-là, et c'est le pape François qui le répète souvent dans son encyclique, que quand même, notre monde est beau. Notre monde est beau. Là, il ne faut pas oublier. Et là, on n'en parle pas assez. C'est ce que je l'ai dit peut-être à la cathédrale dimanche, puisque nous avons toujours cette tendance de voir le négatif. Voilà, rien ne marche, voilà, on détruit tout, on est en crise, mais on oublie quand même qu'il y a cette beauté du monde. Il y a nos frères et sœurs qui sont avec nous quand même. Il y a une certaine beauté, que ce soit dans notre relation sociale humaine que dans la nature. Et naturellement, le monde est beau quand même. Le monde est beau. Le monde est harmonieux. Finalement, j'ai envie de dire, tout dans le monde est beau. Il n'y a pas de laideur dans le monde. Tout dans le monde est beau. Dans l'ensemble, hein, bien sûr. Si tu vois une grosse crocodile, tu ne peux pas dire, c'est beau. Oui, c'est laid, mais dans l'ensemble, le monde est beau. Le monde et finalement, cette beauté vient de son harmonie. Vient de son... Le monde est régi par un ordre et par des lois. Et je pense que nous, chrétiens, nous devons garder cette idée-là. Le monde est beau et que c'est Dieu qui l'a créé. Et voilà, c'est beau parce que c'est créé par Dieu. Et les merveilles de la création. On peut pas se plaindre de l'harmonie du monde. Voilà. Et maintenant, nous, on oublie ça. On oublie ça souvent. Maintenant, c'est vraiment devenu laïque. Et vous voyez, toutes ces activités qui profitent de la beauté de la nature pour faire du bien à l'humain. C'est nous, les chrétiens, qui devront le faire davantage. Mais là, c'est devenu tellement laïque que il y a les différentes thérapies. Hein. Il y a les thérapies dans la forêt, les thérapies dans la mer, les thérapies... il y a ça, je pense. Et c'est devenu tellement laïque que même nous avons l'impression on va les imiter, on va copier un peu le coaching pour le développement personnel d'un tel qui vient de... Mais non, mais c'est nous d'abord, c'est de chez nous, là.
C'est de chez nous. Il faut avoir honte de dire un tel coach, un tel personne pour le développement personnel, il est tellement en accord avec le monde qu'il arrive à guérir des gens. Mais non, mais c'est chez nous ça. C'est chez nous. Donc, dimanche, qui est responsable de l'AFC là, où on va dire la messe, on va faire une petite promenade dans la forêt. Voilà, c'est chez nous. Mais il faut pas penser que nous sommes étrangers à ce genre de trucs, puisque c'est de chez nous. Mais c'est tellement laïque que nous avons l'impression que nous sommes étrangers. Le monde est beau et il y a une correspondance entre notre être, entre notre structure, la structure de notre pensée même, et cet ordre dans la nature. Il y a une correspondance. Notre esprit est fait pour l'ordre de la nature. Et c'est Saint Thomas. Pour Saint Thomas, la vérité, c'est cette correspondance entre notre pensée et la réalité du monde. Il y a une sorte d'adéquation entre l'ordre du monde, de la nature, et notre intelligence. C'est ça la vérité chez Saint Thomas. Donc il ne faut pas être... voilà, mais maintenant, il y a des gens malades, il y a quelque chose qui est en désordre. On va te faire promener dans la nature, on va te faire regarder le coucher du soleil au bord de la mer. Il y a différentes thérapies comme ça. Mais c'est de chez nous, il ne faut pas oublier. C'est de chez nous. Le monde est tellement beau que même pour rétablir notre corps, il faut aller contempler la beauté de la nature. Et je pense que si nous, plutôt vous, hein, vous êtes plus européens que moi, si on a quelque chose à apprendre de la culture, des cultures traditionnelles, des cultures orientales, ils sont plus forts, les orientaux, ils sont plus forts sur ce point. Vous avez entendu l'histoire du moine bouddhiste qui, en se promenant, qui contemple la beauté des fourmis qui sont sous ses pieds. C'est ça la beauté de la nature. Sur les plus petits éléments du monde, il y a la beauté. Et le pape François, dans sa prière à la fin de Laudato Si, il dit, il nous invite à cette prière: Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures. Toi, tu entoures de ta tendresse tout ce qui existe. C'est le pape François qui prie, hein, c'est pas moi. Donc, voilà, c'est à plus forte raison. La créature, le monde, la nature, c'est la manifestation de cette tendresse de Dieu. Donc, voilà, c'est une nouvelle conception du monde par rapport à tout ce qu'on a vu dans la première partie. Au lieu de dire, ah oui, le monde c'est un réservoir de stock que je vais exploiter pour mon argent, au lieu de dire ça, il faut dire, le monde est beau et que ça va me faire du bien. Et voilà, Saint François que nous avons fêté le 4 novembre, Saint François est dans cette attitude-là. Il a tellement contemplé le monde que jusqu'à dire, mes frères et sœurs, les êtres de la nature comme ses frères et sœurs. La lune, ma sœur lune, mon frère le soleil. Voilà. Saint François est arrivé jusqu'au point de considérer les êtres du monde comme ses frères et sœurs. Donc il y a une interdépendance et une adéquation entre les êtres du monde, et que nous sommes faits, même dans notre intelligence, nous sommes faits pour contempler et pour vivre de ce monde. Donc il n'est pas question de s'isoler. Il y a une question, un des points fondamentaux de Laudato Si, c'est tout est lié, tout est interdépendant. Un autre point essentiel de ce livre, de cette encyclique, c'est tout est lié, tout est interdépendant. Et ça rentre bien sûr dans cette idée-là. Tout est beau, tout est harmonieux, tous les êtres se font du bien. C'est pour ça qu'il y a les thérapies qui peuvent se faire au bord de la mer, dans la forêt, puisque tout se fait du bien. Et voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien toucher. C'est pas ça. L'écologie n'est pas ça. Puisque maintenant, il y a des idées aussi. Il ne faut pas tuer les poissons, il faut être végétarien, puisqu'il ne faut pas manger les animaux, ça va leur faire du mal. Non, tous se font du bien. Qu'est-ce que les bêtes sauvages dans la forêt, ils se mangent entre eux. Hein. Et c'est dans l'ordre des choses. Tout est bon, mais tout est interdépendant. Donc, il ne faut pas se faire des idées aussi. Hein. Et tout est habité par Dieu. Tout est habité par Dieu. Tout est tendresse de Dieu.
Voilà, je pense, une des belles manières de voir le monde. Tout est en reste Dieu. Et ben, dans les cultures traditionnelles, l'animisme, c'est un peu ça, hein. Tout est habité par une vie. Tout est habité par une sorte d'âme et d'esprit. L'animisme ne veut pas dire on va prier sur les choses, hein. L'animisme, c'est juste une idée selon laquelle tout est habité par une vie. Après, il y a quelques extrêmes, hein, comme le fétichisme, par exemple. On va dire avec le fétichisme, les choses ont un pouvoir, c'est pas ça. Ou la magie. Ou la magie en disant, je vais manipuler, je vais essayer de savoir les secrets des choses et je vais les manipuler, c'est ça la magie. Mais c'est pas ça l'animisme. L'animisme, c'est juste le fait de dire tout a un esprit, tout a une âme, une sorte d'âme et tout est habité par cette vie. Donc voilà, je pense dans les religions orientales, hindouisme, bouddhisme, ils sont plus avancés sur ce point que nous, chrétiens. Mais voilà, il faut aussi apprendre quelque chose de chez nos frères et sœurs. Et deuxième point, comme j'ai dit, j'ai déjà un peu avancé le, le, le point, c'est que nous vivons dans un monde limité et fragile. L'autre point de l'Audate aussi, c'est que tout est fragile. Tout est fragile. Et même nous, hein, il ne faut pas seulement penser à la fragilité de la couche d'ozone, il faut aussi surtout penser à notre fragilité, chacune de nous. J'aimerais bien qu'on prie pour les prêtres, qu'ils soient saints et tout, et qu'ils soient aptes pour la pastorale, mais il faut aussi penser à leur fragilité. Et tant qu'on pense à notre fragilité, on arrive vite à la bienveillance pas seulement au respect, mais à la bienveillance. Oui, c'est bien de dire, ah, tu es capable, tu as une compétence, tu sais faire ça, mais il faut penser aussi que tu es fragile. Et ça nous aide vraiment à avoir un autre rapport sur l'autre et sur notre monde. Et que voilà, la fragilité de l'autre et la fragilité du monde, ça nous permet d'en prendre soin. Ça nous permet d'en prendre soin. Si nous pensons toujours, voilà, à la capacité, à la compétence, au savoir-faire de l'autre et à sa force, on oublie on n'en prend pas soin normalement. Et quand on pense d'abord à sa fragilité, on en prend soin automatiquement. Donc voilà, il faut penser que notre monde est limité et que notre monde est fragile. C'est pas simplement... Donc, vous voyez le renversement de perspective, hein. Au début, nous avons dit, la nature est tellement puissante qu'on se sentait petit. Maintenant, on arrive à une conception d'un monde fragile et petit et limité. Donc, le monde n'est plus cet immense infini de réservoirs de puissance gigantesque, mais le monde maintenant, c'est fragile, c'est limité, mais tout se soutient. Donc, voilà, ça engage notre, comment dire ça, ça nous engage aussi à accueillir cette limite quand même, et vivre avec les limites, puisque on va plus dire le monde est illimité, c'est plus possible de penser comme ça. Maintenant, nous devons nous dire le monde est limité et on ne peut pas faire n'importe quoi avec une chose limitée, puisqu'on sait que ça va finir. Le problème, c'est que voilà, quand on parle d'écologie maintenant, on parle toujours du climat, quoi, le réchauffement, mais on ne parle pas du tout des limites du monde. Alors que c'est ça le grand problème. Notre monde est limité. Et que on continue à faire n'importe quoi, mais on oublie que, j'ai déjà rappelé l'histoire de croissance démographique. Et finalement, quand on réfléchit bien sur l'exploitation des réservoirs, surtout des réservoirs souterrains, hein, c'est à partir du XVIe siècle, hein, donc 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, en 4-5 siècles, on a presque épousé les réserves souterraines, ouais, en 5 siècles.
Alors que le problème, c'est que la nature est beaucoup trop lente à comment dire ça, à se régénérer que notre capacité d'exploitation, c'est ça. En 5 changements d'un bloc de pierre, si je ne sais pas trop en minéralogie et tout, hein, la formation d'un petit morceau d'or, par exemple, je ne sais pas, ça prend des milliards d'années peut-être, hein, au niveau scientifique et, je ne sais pas, minéralogie. La formation de pétrole sous nos terres, ça, des milliards d'années. Alors que nous, en 5 siècles, de 1500, 1600, en 2000, hein, 2020, on a presque tout épuisé. On a, pas tout, mais bon, peut-être qu'on va dire, on va trouver d'autres ressources. Oui, ok. Le pétrole est presque fini, mais on va aller exploiter le cobalt et le nickel, là, je ne sais pas, au Pérou. Voilà, on revient. En fait, on revient on change seulement on change de mode d'exploitation. On va dire, voilà, il faut que, maintenant, ben, il faut arrêter avec le pétrole, il faut acheter les voitures électriques. Mais tu vas exploiter les cobaltes au Pérou, les nickels à Madagascar et tout. Donc, voilà, vous voyez, on ne pense pas du tout, on ne pense pas aux limites de notre monde. Donc, s'il y a quelque chose à changer dans la manière de voir le monde, c'est reconnaître cette limite. Et du coup, il faut savoir vivre avec. Il faut savoir vivre avec. Du coup, la modération, la sobriété, la justice. La justice qui est très importante dans l'équation écologique. La justice. Ben, on m'a dit quand je suis allé à Madagascar une fois tous les 2 ans, je pense que c'est assez énorme, c'est juste pour moi. Mais quand je reviens avec Air France, quand c'est près de l'atterrissage, on nous rappelle, voilà le litre, le taux de carbone que vous avez émis pendant ce voyage. Mais c'est quoi cette histoire? Il faut parler aux politiciens, à ces milliardaires qui font des va-et-vient à des millions de kilomètres en jet privé tout seul, tous les jours, quoi. Mais la question de justice est très importante. C'est très important la question de justice. Il y a des gens qui n'ont même pas de quoi manger et d'autres voilà, oui, qui gaspillent, c'est ça. Il y a plein de choses injustes qui sont liées à l'écologie et qui fait que tout le monde est accusé, hein. Donc voilà, il faut penser vraiment à vivre avec cette limite et du coup, il faut revenir à la civilisation de l'harmonie, de l'ordre. Limiter nos consommations n'est pas forcément mauvais. N'est pas forcément mauvais. Voilà, s'il n'y a pas les religieux, les religieuses qui ont fait le vœu de pauvreté, je pense que ils ont fait ce vœu non pas pour vivre dans la misère, non pas pour vivre dans des conditions indignes de l'humanité, c'est pour dire, moi je vis avec justice. Je prends pas je prends pas ce qui dépasse mes besoins. Je vis avec ce dont j'ai besoin et je laisse le reste à la communauté. Je reste tout. Mais je pense que s'il y a quelque chose à apprendre des religieux, c'est cette faculté à vivre d'une manière simple et à trouver du plaisir dans cette manière simple de vivre. Vivre avec simplicité, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour vivre, mais on va pas... C'est ça un peu le problème, hein. Le problème actuellement avec le capitalisme, toujours, c'est que on essaie d'avoir trop. On essaie d'avoir trop pour soi et que ça a un grand impact à la nature, puisque la nature n'est pas capable de répondre à toutes les cupidités du monde. La nature, il y en a pour que tout le monde puisse vivre dignement, mais il n'y en a pas assez pour que chacun puisse avoir des milliards. C'est pas possible. Alors que c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, question de justice, c'est important. Et donc, une certaine sobriété, une certaine simplicité de vie. Et voilà, ça nous aide. Et voilà. Et troisième point pour terminer, puisqu'après on va discuter un peu, c'est notre monde. Et j'ai mis
en majuscule le nôtre. Le nôtre. Le nôtre. C'est pas ton monde, c'est pas mon monde. C'est pas un monde à ma disposition. C'est un monde à tout le monde. Et le pape, c'est l'expression phare de l'encyclique, je pense, c'est la maison commune. C'est notre monde. C'est pas ton monde, ton petit monde, c'est notre. Du coup, il y a une équation de communauté. Quand on parle d'écologie, c'est que c'est pas toi, c'est pas moi, c'est tout le monde. Personne n'est épargné des problèmes de la crise écologique. C'est que voilà, tout le monde, et aussi, comme j'ai dit, pas seulement les hommes, pas seulement nos contemporains, mais surtout nos générations futures. C'est ça l'écologie intégrale. Tout l'homme et tous les hommes, c'est-à-dire ceux qui vont venir après nous. Et voilà, c'est notre monde. Mais en même temps, en disant notre monde, c'est une maison commune, mais en même temps, notre monde implique aussi l'idée que nous faisons partie de ce monde. C'est notre monde, c'est pas le monde des extraterrestres, des chiens, c'est notre monde en tant qu'humain. C'est-à-dire nous faisons partie de ce monde. C'est notre monde. On n'est pas en dehors de la nature, nous sommes dans la nature. Et tout ce que nous faisons à la nature, nous le faisons à nous-mêmes. C'est ça. Tout ce que nous faisons, justement, hein, à partir du moment où on s'est disposé du monde, on se dispose aussi de soi-même. Et on a fait n'importe quoi sur notre corps. À partir du moment où on a fait n'importe quoi sur la nature. Et c'est ça. On veut maîtriser tout. Et on veut maîtriser le monde et on veut maîtriser et tous les problèmes bioéthiques en est issus. Voilà, on fait tellement la même chose sur la nature et sur notre corps, alors qu'on dit, voilà, c'est notre monde, mais c'est pas notre propriété. Nous appartenons à ce monde et nous appartenons à la nature. Et voilà, en quelque sorte, notre corps ne nous appartient pas, mais c'est nous qui appartenons à notre corps. Ben, le corps, c'est pas seulement l'ensemble des cellules et des organes. Le corps, c'est l'ensemble de ce qui nous permet d'être au monde. C'est ce qui nous permet de sortir de nous-mêmes pour être en contact avec les autres. C'est ça le corps. C'est pas simplement l'ensemble de la peau, des cellules, molécules, organes. C'est pas ça le corps. Oui, c'est pas que ça. Mais le corps, c'est ça où avec on l'a expérimenté avec les abus sexuels. Le corps, c'est vraiment la personne. C'est pas une propriété à part. Mais ça aussi, c'est un problème de cartésien, puisque Descartes qui dit, bon, le corps n'a rien à voir avec l'âme. L'âme, c'est une sorte de pilote dans le bateau. Donc le bateau, c'est son corps. Donc même si le bateau heurte un truc, oui, le bateau peut le sentir, le pilote peut le sentir, mais voilà, c'est le corps qui... c'est pas ça. Maintenant, il y a une unité fondamentale entre le corps et l'esprit, que quand on touche au corps, on touche à toute la personne. Et donc tout ce que nous faisons au corps, nous le faisons à la personne. Tout ce que nous faisons à la nature, nous le faisons à nous-mêmes. Donc ce qui va arriver à la nature va arriver à l'homme et au fils de la terre. J'aime bien le pape François l'a répété dans le... non, c'est plutôt dans cette exhortation post-synodale sur l'Amérique du Sud, chère Amazonie. Et le pape a repris cette phrase en disant: nous sommes une partie de la terre et elle fait partie de nous. Toutes choses se tiennent, la terre est notre mère. Tout ce qui arrive à la terre arrive au fils de la terre. Si les hommes crachent sur le sol, ils crachent sur eux-mêmes. La terre n'appartient pas à l'homme, mais plutôt l'homme appartient à la terre. Ce n'est pas l'homme qui a tissé la trame de la vie. Il en est seulement un fil. Tout ce qu'il fait à la trame, il le fait à lui-même. C'est le pape qui écrit. Donc voilà, c'est notre monde. C'est vraiment avoir le sentiment d'appartenance. On n'est pas en dehors du monde, puisque souvent c'est là. Surtout avec la conception moderne, avec les cartésiens, on dit, bah, voilà, le monde c'est là, nous sommes là, donc on est face à face, on va essayer de le disposer, on va essayer de le maîtriser, mais nous sommes là. Maintenant, nous sommes dans le monde, nous sommes dans la nature. Et je trouve que habiter cette idée,
ça nous aide aussi à habiter notre monde. Et qu'est-ce qu'un paysan? Qu'est-ce qu'un paysan? Un paysan, c'est pas un agriculteur. Un paysan, c'est plus quelqu'un qui habite son pays, qui connaît son pays et qui prend, pas le pays, mais le paysage, qui habite le paysage. Un paysan, c'est celui qui est en résonance, qui vit et qui a le sentiment d'appartenance à son pays, à son paysage. C'est ça un paysan. Et contrairement à un étranger ou à un citadin qui passe, un étranger qui est juste là, hein, même si on est même s'ils se trouvent sur un même endroit, ils ont pas le même sentiment. Un paysan, c'est quelqu'un vraiment qui entre et qui est en harmonie avec son pays et son paysage, mais un étranger. Et donc, il ne faut pas garder un sentiment d'étranger à notre monde et à notre terre. Nous sommes fils de la terre et que voilà, filles et fils de la terre et que voilà, ce qui arrive à notre terre va arriver à nous, hein. Tout ce que nous faisons à la terre, nous le faisons déjà à nous-mêmes. Donc, voilà.